Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine en direct du Grand Forum du Patrimoine, une édition spéciale sur Be Smart for Change bien sûr, avec au sommaire de cette édition tout d'abord un focus sur les produits structurés, un focus que nous ferons avec Clément Lemaire, le directeur général d'Irbis. Quelle approche avoir vis-à-vis des produits structurés en ce début d'année? Ce sera la première partie de l'émission avant de se tourner vers l'assurance vie, côté français mais aussi côté luxembourgeois. Comment débute cette année 2026? C'est une question que nous poserons à Cyril Friedman, le directeur commercial de AG2R, la mondiale épargne patrimoniale. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, nous ferons un focus cette fois-ci sur les club deals immobiliers. Quel intérêt pour les investisseurs des club deals immobiliers? Nous poserons la question à Paul-Éric Perchaud, le managing director de Mimco. On se retrouve tout de suite dans Smart Patrimoine. Et pour la première partie de cette émission, nous avons le plaisir d'être avec Clément Lemaire. Bonjour Clément Lemaire. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur général d'Irbis. On va essayer de comprendre ensemble quelle est l'approche à avoir vis-à-vis des produits structurés en ce début d'année. On va essayer de se projeter sur cette année 2026. Avant, peut-être un petit mot, un bilan sur cette année 2025 chez Irbis, sur ce marché des produits structurés. Comment est-ce que vous avez vécu l'année 2025 ? Alors l'année 2025, c'est encore une année record. C'est vrai qu'année après année, le marché nous surprend. Les volumes sont surprenants. Nous, Irbis, l'année dernière, à titre d'exemple, on fait 2,7 milliards de collectes. Donc c'est plus de 30 à 35% de croissance versus 2024. D'accord. Ça s'explique par plusieurs choses. Et aujourd'hui, on a une parfaite adaptabilité de la classe d'actifs à l'environnement économique et à l'environnement des marchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les partenaires peuvent aujourd'hui trouver entre guillemets chaussures à leurs pieds sur des produits défensifs ou des produits un peu plus ambitieux. Et surtout, aujourd'hui, on a une performance des produits qui est au rendez-vous puisque les produits performent. Et c'est surtout le principal atout de cette classe d'actifs, c'est que les clients sont contents de la performance. Ce qui vient expliquer ça, c'est quoi? C'est un élargissement de l'offre ou un contexte de marché qui fonctionne particulièrement bien pour les produits structurés, ou peut-être tout simplement que les investisseurs ont plus connaissance aussi de l'intérêt des produits structurés à l'heure actuelle? Alors je pense que c'est l'ensemble de tous les critères que vous venez d'énoncer. Il y a déjà une performance globale par rapport à d'autres classes d'actifs qui est très satisfaisante. Si on compare à certaines unités de compte, les structurés surperforment certaines unités de compte. Il y a un niveau de connaissance aussi des épargnants de manière générale qui est, je pense, plus abouti aujourd'hui. Et aussi une réglementation qui donne de la transparence à la classe d'actifs, qui fait que les investisseurs sont rassurés. Et c'est le côté, je pense, tout terrain de ces produits-là, c'est d'avoir ce fameux cadre d'investissement contractuel avec une visibilité sur ce qui peut se passer, qui rassure les épargnants dans un contexte économique et politique un petit peu incertain. En 2025, les produits structurés, on les a utilisés pour quoi? Pour diversifier un portefeuille, pour aller chercher du rendement, pour se protéger peut-être aussi? Quelle a été la stratégie derrière? Alors l'avantage, c'est qu'on peut mixer les deux. Le gros atout des produits structurés, c'est cette fameuse protection en capital. Elle peut être totale sur les produits garantis ou partielle sur les produits non garantis. Donc c'est un moyen de rassurer les investisseurs qui veulent investir sur les marchés. Ça permet aussi d'aller jouer certaines thématiques. On a beaucoup parlé de la défense en 2025 avec tout le contexte géopolitique. On continue d'en parler en début d'année 2026. C'est un moyen pour les investisseurs de jouer des thématiques. Ils ne peuvent pas forcément le faire. Ils peuvent le faire avec certaines unités de compte, certains ETF, mais ils peuvent le faire via les produits structurés. Et c'est la logique de rendement sur mesure. On peut avoir des produits qui vont distribuer, des produits qui vont accumuler le gain. Et ça, c'est un moyen pour les investisseurs de trouver chaussures à leurs pieds, encore une fois, sur ce qu'ils recherchent en termes d'investissement et les thématiques qu'ils recherchent aussi dans l'univers des produits. Alors on tourne cette émission début janvier 2026. Est-ce que les tendances, les attentes pour cette année 2026 diffèrent de ce qu'on a vu en 2025 ou on reste sur la même dynamique à l'heure actuelle? Alors on a, je dirais, un retour un peu plus important aux produits actions. C'est vrai que les produits de taux, donc les produits capital garanti qui ont été proposés par nos confrères et le marché de manière générale depuis 2 ans, on voit un petit peu moins de demandes. Pourquoi? Parce qu'il y a les taux qui ont monté et donc certaines valeurs liquidatives qui sont un petit peu en souffrance. Nous, on n'en a pas proposé énormément en relatif par rapport à nos confrères. Alors même que c'est ce qui potentiellement a porté le marché en 2024 aussi et a permis de faire connaître les produits ou reconnaître les produits structurés. D'accord. C'est moins le cas aujourd'hui. C'est moins le cas parce que, déjà, je pense que les clients sont bien équipés en produits à capital garanti et parce qu'on a des marchés actions porteurs et qu'aujourd'hui, il ne faut pas louper le train non plus. Donc on a de plus en plus de demandes sur les produits non garantis. On identifie 3 blocs aujourd'hui qui sont importants sur les produits structurés. Premièrement, le bloc indiciel action. D'accord. Donc les produits non garantis en capital sous format Athena ou Phoenix sur les indices diversifiés au sectoriel pour à peu près 50%. Ensuite, on a le bloc capital garanti qui existe toujours mais avec, comme je vous le disais, un petit peu moins de demandes pour environ 20 à 25%. Puis le reste en diversification, donc sur des produits sur une seule action. D'accord. Donc pour justement aller chercher des rendements un peu plus élevés et donc mécaniquement plus il y a de rendement, plus il y a du risque. Donc c'est un produit qui va s'utiliser, le produit single stock en diversification.
Quand on voit le début d'année sur les marchés financiers, alors en matière de performance sur les marchés, mais aussi en matière de questionnement, d'incertitude politique, géopolitique, économique, indépendance de la Fed aux États-Unis, est-ce que c'est de nature à changer l'approche qu'on peut avoir sur une stratégie produit structuré? Alors, la stratégie que nous, on essaie de communiquer à nos partenaires, c'est déjà de diversifier. Donc déjà, principalement, mettre une grosse partie des actifs en produits structurés sur des indices, puisque c'est par définition ce qui est le plus diversifié. Et surtout, de diversifier les points d'entrée et les thématiques. Donc, pas mettre tout sur un seul produit, mais essayer d'en faire plusieurs. D'accord. Un, pour lisser les points d'entrée, et deux, pour lisser les paramètres de produits. On peut avoir des produits qui distribuent, des produits qui accumulent. Donc nous, le conseil, c'est toujours diversification, peut-être un petit peu plus de prudence en 2026. On voit que les objectifs de rendement dans les demandes que l'on a de lancement sont un petit peu plus conservatrices. D'accord. Ce qui indique forcément qu'on a un environnement un petit peu plus anxiogène et donc une recherche d'un petit peu plus de protection et d'un petit peu plus de visibilité en termes de rendement. Donc on a plus des demandes sur des produits défensifs avec des distributions à la baisse. D'accord. Ou même des produits avec cette fameuse barrière de rappel dégressive, même lorsque le marché baisse. Plutôt une demande, je dirais, de prudence dans les demandes de nos partenaires. Donc nous aussi, on va plutôt vers la prudence. Quand on regarde des produits structurés sur une seule action, par exemple, un seul sous-jacent, ça c'est quelque chose qui est moins porteur dans le contexte actuel, ou alors on fait un panier de produits structurés justement pour diversifier avec plusieurs actions en portefeuille? Je prends toujours l'exemple on va dire, de valeurs très connues pour les épargnants français, une action comme Total Energy, Crédit Agricole, BNP Paribas, lorsqu'il y a des mouvements assez, on va dire, une surréaction des marchés sur certains secteurs ou certains titres, ça peut être un bon moyen d'aller jouer des thématiques ou des actions en direct via les produits structurés, parce qu'on va offrir quand même une protection significative. Donc nous, on pense que c'est important de le faire lorsqu'il y a de la volatilité. Bien et sûr. si on a de la volatilité cette année, ce sera un moyen d'aller sélectionner certains secteurs ou certains titres en fonction de leurs fondamentaux, bien sûr, en fonction de leur visibilité sur le dividende. C'est quelque chose qu'on propose de manière tactique à de plus en plus de partenaires. Oui, parce que, alors on ne va pas revenir sur le mécanisme des produits structurés ici, mais dans un contexte de marché avec de la volatilité ou avec des attentes de volatilité, c'est un moyen d'absorber quelque part ou de faire un peu tampon par rapport à la volatilité du marché, les produits structurés. Alors déjà, par essence même, les produits structurés se construisent grâce à la volatilité. Plus il y a de volatilité, plus la prime de rendement sera élevée. Bien sûr. Et donc on est toujours dans la recherche de volatilité pour créer les produits structurés. Et effectivement, comme vous l'avez très justement dit, lorsque les marchés sont agités, qu'il y a du stress, c'est dans ces moments-là on va pouvoir financer plus de protection ou des mécaniques plus protectrices pour le client. Et donc c'est peut-être contre-intuitif, mais plus il y a de risques dans le marché, plus on va pouvoir rajouter de la protection dans les produits, parce que la protection coûte moins cher. Donc c'est un bon moyen de s'affranchir de cette volatilité, puisqu'on a un risque qui est non directionnel sur un produit structuré. On n'est pas dans une logique de marché haussier, c'est très différent aussi dans l'approche d'investissement. Sur un produit structuré, on ne recherche pas une hausse des marchés. D'accord. On recherche dans la plupart des cas une stabilité, voire une légère baisse des marchés. C'est très différent dans l'approche. Un mot peut-être des thématiques, vous avez parlé de défense tout à l'heure. Ouais. En 2026, est-ce qu'on restera sur ces thématiques de défense, souveraineté, Ouais. peut-être tech aussi, dont on parle beaucoup sur les marchés financiers, ou est-ce qu'il y a autre chose que vous identifiez? Non, c'est très juste. On a la défense, c'est avec tous les plans de relance qui ont été annoncés, c'est quand même un univers central aujourd'hui, un Bien secteur sûr. central dans les demandes. On parle beaucoup d'intelligence artificielle et de digitalisation de l'économie. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé en 2025 et qu'on continue de travailler en 2026. Et puis des thématiques qui restent toujours, le secteur bancaire européen, l'énergie. Alors l'énergie de manière via certaines valeurs pétrolières ou via l'électrification, c'est Bien assez sûr. nouveau. L'électrification de l'économie, c'est quelque chose qui est de plus en plus recherché et demandé. C'est un fait aujourd'hui, c'est une réalité. Donc on a des indices qui sont construits autour de cette thématique. Et on a lancé un certain nombre de produits récemment sur cette thématique. Donc c'est, on va dire, des grands blocs qui sont assez larges et avec quelques secteurs, comme je viens de vous citer, qui sont aujourd'hui un peu plus plébiscités que les autres. Si je résume, Clément Lemaire, chez Irbis, le maître mot, c'est confiance mais prudence pour 2026, c'est ça? Oui, c'est nous, notre rôle auprès de nos partenaires, c'est de bien les accompagner dans la commercialisation des produits, mais aussi dans le choix des produits. Donc toujours un peu plus de prudence en privilégiant quand même les indices dans un contexte un petit peu incertain, mais aussi un peu de tactique. Je pense que c'est important d'être un petit peu ambitieux sur certaines typologies de produits, en diversification toujours. Donc oui, prudence et ambition aussi sur l'année 2026. Merci Clément Lemaire, je rappelle que vous êtes le directeur général de Irbis, merci beaucoup. Merci Nicolas, merci Et quant beaucoup. à nous, on se retrouve tout de suite, toujours dans Smart Patrimoine, ici au Grand Forum du Patrimoine.
Et nous vous proposons à présent un focus sur l'assurance vie. Alors de droit français ou de droit luxembourgeois, nous traiterons des deux et nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, ici au Grand Forum du Patrimoine, Cyril Friedman. Bonjour Cyril Friedman. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur commercial de AG2R La Mondiale Épargne Patrimoniale à destination de ce que vous appelez les partenaires financiers. Alors on va peut-être revenir d'abord sur l'innovation au sein de AG2R La Mondiale Épargne Patrimoniale. Vous vous êtes un petit peu réorganisé pour créer une direction commerciale, un interlocuteur unique à destination des conseillers en gestion de patrimoine. Tout est dit. Donc c'est vrai Nicolas, en fait on travaille sur le marché de la gestion de patrimonial depuis bientôt 50 ans. Bien sûr. Au sein de la Mondiale Partenaire et la Mondiale Euro Partenaire. Et c'est vrai qu'en fait notre développement, on l'a axé plutôt sur le marché bancaire. D'accord. Sur ces dernières années. Et aujourd'hui on travaille avec à peu près 90% des banques du marché français, donc que ce soit le niveau patrimonial, banque privée, gestion de fortune. Et comme vous le savez, c'est un marché qui est de plus en plus concurrentiel, à la fois au niveau des assureurs, mais également au niveau des banques et par rapport aux conseillers de gestion de patrimoine. Et du coup, par rapport à notre volonté en fait de nous orienter vers la croissance, on a choisi de développer une équipe dédiée. Alors à ce qu'on appelle effectivement les partenaires financiers, ça veut dire ni plus ni moins les CGP, qu'on va traiter en direct, mais également indirect avec des plateformes de CGP avec lesquelles on travaille déjà depuis quelques années. Donc un interlocuteur unique à présent chez AG2R La Mondiale Épargne Patrimoniale, c'est cette direction commerciale unifiée. Absolument, c'est-à-dire que nos partenaires qui soient un peu plus anciens ou qui soient nouveaux auront face à eux ce qu'on appelle responsable de partenariat, qui aura la charge en fait de faire l'accompagnement et l'animation de nos partenaires financiers au travers des offres françaises de la Mondiale Partenaire et des offres luxembourgeoises de la Mondiale Euro Partenaire. Et alors justement, racontez-nous un petit peu ce que vous voyez sur ces deux marchés en ce début d'année. Peut-être qu'on va commencer côté français, sur l'assurance vie française. Quelles sont les tendances de ce début d'année dans le sillage de l'année 2025? Et selon vous, ce qui va marquer 2026? Alors on peut se tromper forcément, mais en tout cas, ce que vous anticipez. Alors effectivement, alors déjà je vais faire un petit retour en arrière parce que c'est vrai qu'on est sur une dynamique extrêmement forte depuis 2024. Puisque vous vous en souvenez, en 2024, la plupart des assureurs et nous également, on a vraiment explosé les compteurs en termes de collecte. Et après l'année 2024, l'année 2025 a été tout aussi dynamique. Oui. Le rythme a été un peu différent. Ça a été lissé sur toute l'année, contrairement à 2024 où c'était surtout le premier semestre qui a été très actif. Et en fait, on se rend compte que 2026 va être probablement aussi actif que ces deux dernières années. Donc autant d'attrait pour l'assurance vie en 2026. Absolument. D'accord. Écoutez, je lisais ce matin que les Français aujourd'hui consacrent presque 20% de leurs revenus à l'épargne. Donc l'assurance vie étant le produit un des premiers réflexes des Français, donc l'assurance vie va bénéficier de cette dynamique. Voilà. Un mot, alors parce que 2024 a été porteur effectivement pour l'assurance vie, ça a aussi été marqué par des fonds euros qui proposaient des rendements attractifs et qui parfois même voyaient des bonus proposés par certains assureurs. Est-ce qu'on va voir ça aussi en 2026 ou ça pour le coup c'est une tendance qui arrive à son terme? Ça n'arrive pas à son terme du tout. En fait, effectivement, depuis 3 ans, donc, l'ensemble des assureurs et nous également, nous proposons en fait des politiques de bonus pour accompagner la collecte nouvelle. Aujourd'hui, par exemple, nous proposons des bonus qui peuvent aller jusqu'à 5,25 2026-2027, moyennant un taux d'UC de 60%. Mais en tout cas, c'est une dynamique qui reste forte et une tendance du marché. Le fonds en euros, en fait, ne se démentit pas, que ce soit en France ou au Luxembourg d'ailleurs. Nos partenaires distributeurs veulent avoir accès aux fonds en euros avec quand même une part UC également importante. Avant de parler de l'assurance vie luxembourgeoise, qu'est-ce qu'on trouve dans les assurances vie françaises aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des tendances? Alors évidemment, il y a fonds en euros, unité de compte, mais sur la partie unité de compte, est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent en 2025 ou en ce début d'année 2026? Alors, c'est toujours et encore les produits structurés. D'accord. Ça doit occuper à peu près au moins 40% de la partie UC. D'accord, voire 50% de la partie UC de la collecte donc se réalise sur les produits structurés.
Donc c'est une tendance forte du marché. Nous, on l'accompagne puisque, par exemple, en 2025, on a référencé environ 1400 produits structurés. Donc c'est vraiment énorme, hein. C'est un rouleau compresseur et qui écrase un petit peu les autres typologies d'unités de compte, même si on voit encore que les fonds diversifiés flexibles gardent un petit peu une partie du marché malgré tout. Et puis ensuite on a beaucoup de produits indiciels ou de gestion ETF actifs qui arrivent aussi pour les clients. Beaucoup moins d'immobilier, évidemment. Bien sûr. Et puis toujours un attrait pour le non-coté de type FCPR, donc en gestion libre en France. Voilà. Un mot de ce qu'on voit sur l'assurance vie luxembourgeoise en ce début d'année. On a vu, question assez directe d'ailleurs, est-ce que les questionnements politiques en France qui ont porté justement un certain nombre d'épargnants à se poser la question de l'assurance vie luxembourgeoise il y a 6 mois, 1 an déjà, continuent à créer de l'attrait pour ce produit en ce début d'année 2026? Oui, évidemment. On a des clients en fait qui viennent nous voir pour de l'assurance vie luxembourgeoise. Voilà, c'est une tendance de fond du marché. Elle est justifiée ou pas, mais en tout cas, nous, on l'accompagne. On accompagne cette tendance et vous avez même des clients qui recherchent également du deposit en Suisse avec des tiers gérants suisses au travers du contrat d'assurance vie luxembourgeoise. D'accord. Et vous voyez, on propose, en fait, on a une personne directement installée en Suisse pour traiter ce type de questions. Évidemment, ce sont des très très gros patrimoines, mais qui veulent en fait diversifier le risque effectivement pour leur épargne. On met quoi dans son contrat d'assurance vie luxembourgeois début 2026? Est-ce que là aussi il y a des grandes tendances qui se dégagent? Alors évidemment, c'est toujours et encore, mais c'est lié aux produits structurés, les faces multilignes, voilà, qui vraiment marquent l'attrait des investisseurs. Mais on a toujours On a toujours les feeds également qui marquent l'intérêt des clients, et des produits structurés de campagne à travers des FIC également. Donc c'est vraiment très diversifié. C'est tout l'intérêt en fait du contrat luxembourgeois, c'est de pouvoir diversifier de façon très forte à la fois les allocations d'actifs et puis les systèmes de banques dépositaires en particulier. L'assurance vie luxembourgeoise, ça reste pour une clientèle très fortunée aujourd'hui? Alors pour nous, c'est accessible dès 100 000 €, donc on ne peut pas dire que c'est pour les clients très fortunés, mais le contrat luxembourgeois fait que si vous voulez vraiment avoir la liberté en termes de produits, vous devez avoir une surface financière importante. Donc oui, le contrat luxembourgeois est plutôt pour les patrimoines les plus élevés, en particulier ceux qui ont des problématiques multinationales, donc des familles qui peuvent avoir des résidents fiscaux français, italiens, belges par exemple. Donc c'est le contrat d'assurance vie luxembourgeois qu'il faut choisir pour ça. Merci Cyril Friedman de nous avoir accompagnés ici dans Smart Patrimoine au Grand Forum du patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur commercial de AG2R, la mondiale épargne patrimoniale. Merci beaucoup. C'est dur à dire. C'est un peu long à dire, mais on y arrive très bien. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la 3e partie de l'émission. Et pour cette 3e partie d'émission, nous allons nous demander ce qu'est un club deal immobilier et quel intérêt cela peut avoir pour un investisseur. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine au Grand Forum du patrimoine, Paul-Éric Perchaud. Bonjour Paul-Éric Perchaud. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes Managing Director chez Mimco. Alors on va faire un focus sur ces club deals immobiliers. Première question, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est qu'un club deal immobilier et peut-être la différence avec un fonds immobilier que les investisseurs connaissent un petit peu plus? Très bien. Alors déjà, je me permets de présenter très rapidement Mimco. Donc on est un groupe d'investissement immobilier pan-européen, spécialisé sur le value add, et donc on propose effectivement des solutions innovantes d'investissement pour une clientèle privée et institutionnelle via des fonds ou des club deals. Et donc comme vous faites les deux. On fait les deux, tout à fait. Donc ça veut dire que les deux ont des intérêts différents, si je comprends bien, si vous avez l'un et l'autre. Les deux ont des intérêts différents. L'intérêt du fonds, c'est la diversification au sein d'un même véhicule et une période d'investissement un petit peu plus longue. D'accord. Et la différence principale avec un club deal qui aujourd'hui attire pas mal de nouveaux investisseurs, c'est la visibilité du club deal sur une période un petit peu plus courte et sur un seul actif défini. C'est-à-dire une stratégie d'investissement qui est focalisée sur une opération et
un immeuble. D'accord. Est-ce que c'est caricatural de dire que le fonds c'est long terme et le club deal c'est court moyen terme ou pas forcément? Alors on peut le dire comme ça, parce qu'en règle générale, les fonds sont quand même un petit peu plus long terme, 5-7 ans, voire plus sur des fonds avec détention patrimoniale, tandis que les club deals sont plutôt sur du court terme à moins de 5 ans, en tout cas dans le value add, puisque focalisé sur des opérations dites marchand de biens, avec réhabilitation, promotion, et en général entre 3 et 5 ans. Ça fonctionne comment un club deal immobilier? Parce que le fonds, on connaît, il y a des périodes de collecte, ensuite il y a des périodes d'investissement. Le club deal, ça fonctionne de la même manière ou un peu différemment? Alors ça fonctionne un petit peu différemment. Moi j'ai coutume de dire, la différence principale, c'est un fonds, c'est le cash appelle le deal, c'est-à-dire qu'en fait on a toute une phase en fait de montage du fonds, de roadshow pour lever l'argent auprès des investisseurs, puis le déploiement de ces investissements. Tandis qu'un club deal, c'est un petit peu l'inverse, c'est un petit peu le deal appelle le cash, c'est-à-dire qu'on va d'abord, nous notre métier, ça va être d'abord de sourcer une belle opération, puis de monter les financements, à la fois bancaires et les fonds propres auprès des investisseurs qui vont vouloir participer dans cette opération. Donc c'est une logique un petit peu inversée et c'est quelque chose qui plaît beaucoup dans une période un petit peu chahutée. Donc on trouve un projet immobilier et ensuite on va chercher les partenaires avec qui on peut monter le projet, financer le projet, si je comprends bien. Exactement, c'est-à-dire que tout commence par l'opération immobilière qui a été identifiée et un business plan et ce qu'on souhaite réaliser sur cette opération. Donc on fait un club deal sur un projet immobilier. Sur un projet immobilier. Si on est convaincu ou non du projet immobilier. Le club deal, on sait l'immeuble, l'adresse, la stratégie qui est prévue dessus, est-ce qu'on prévoit de le démolir, reconstruire, les évictions, la recommercialisation et la revente. C'est-à-dire que toute l'histoire de l'actif jusqu'à la revente est prévue à l'avance dans un business plan qui est partagé avec les investisseurs. Alors, il y a deux questions qu'on peut se poser. C'est pourquoi est-ce que Mimco, effectivement, propose cela en plus des fonds immobiliers et quel intérêt d'un club deal pour l'investisseur? Mais j'imagine que les deux réponses sont un peu liées quand même. Si vous êtes convaincu, c'est que potentiellement, vous avez compris pourquoi il y avait un intérêt pour l'investisseur à l'heure actuelle d'aller vers des opérations de type club deal immobilier? Tout à fait. Alors, ce qu'on a remarqué, on traverse quand même une période, comme je l'ai dit, chahutée, une période de crise immobilière. Et en période de crise, les investisseurs ont tendance à vouloir, se rassurer et avoir plus de lisibilité et de transparence sur les opérations. Donc comme je l'ai dit, un fonds, le principe c'est quand même qu'on collecte d'abord de l'argent puis on le déploie sur une thématique. Le problème c'est sur du moyen long terme, cette thématique elle peut évoluer. On a pu le voir sur des fonds, des SCPI, sur des thématiques exclusivement bureaux par exemple, qui aujourd'hui peuvent rencontrer des difficultés. L'avantage du club deal qu'on a vu dans cette période, c'est que la thématique en fait c'est un actif. Donc en fait on connaît l'opérateur, on connaît la stratégie, on connaît l'adresse, on peut même aller visiter le bien avant d'investir. Et en fait cette lisibilité, cette transparence sur le business plan, sur qui gère mon investissement, c'est quelque chose qui en période de crise rassure, est très recherché. Les maturités aussi sont un petit peu plus courtes, donc ça peut parfois être paradoxal, mais en période de crise, les investisseurs vont plutôt chercher des opérations à maturité plus courte. C'est pour avoir une visibilité plus proche de soi, ça rassure. Plus de transparence, moins de diversification sur le club deal immobilier. Comment est-ce qu'on intègre aussi ce paramètre-là? Alors c'est ce qu'on a souhaité avec Mimco mettre en place, c'est effectivement le risque principal du club deal, c'est de mettre tous ses œufs dans le même panier, ce qui est l'avantage principal d'un fonds qui va être un petit peu plus diversifié. Bien sûr. Et donc ce qu'on propose sur la plateforme de club deal qu'on a lancée, c'est justement une diversité de club deal. Donc sur une période d'un peu moins de 2 ans, on a proposé une quinzaine de club deal à nos investisseurs, répartis sur toute l'Europe. Donc on a aussi bien fait un chalet à Megève, qu'une opération retail emblématique sur les Champs-Élysées à Paris, qu'une opération de reconversion en para-hôtellerie à Lisbonne. Donc c'est cette diversité géographique dans la typologie des actifs et dans les types d'opérateurs, puisqu'on est très souvent associé aussi à des opérateurs immobiliers, que les investisseurs vont chercher pour se diversifier justement. On n'est pas obligé d'investir sur tous les club deals. Du coup, après, on choisit les club deals sur lesquels on est convaincu du potentiel et on fait sa sélection en tant qu'investisseur en fonction de l'offre proposée, c'est ça? Tout à fait. Moi, je suis convaincu qu'on est dans une ère de toute façon où les investisseurs sont libres de choisir ce qu'ils veulent. Ils veulent être acteurs, beaucoup plus d'ailleurs acteurs dans leur stratégie d'investissement. On le voit d'ailleurs dans tous les sites aussi de trading ou dans les néobanques. C'est-à-dire qu'on veut plus de transparence, un investissement plus direct dans les opérations et avoir plus de maîtrise sur ses finances personnelles. Pour qu'un club deal immobilier soit rentable à la fin pour l'investisseur, il faut que ça fonctionne, il faut que l'opération fonctionne. Comment est-ce qu'on source les beaux projets, si je peux l'exprimer ainsi?
Alors, la chance qu'on a, c'est qu'on est dans une période aujourd'hui, comme on l'a dit, de crise, donc on a des opportunités sur le marché, des promoteurs ou des opérateurs qui ont pu acheter des opérations à une mauvaise période qui souhaitent revendre, ou tout simplement on a vu une baisse des prix sur un certain nombre de typologies d'actifs, et donc on retrouve en fait un marché d'opportunités avec des perspectives de revente qui retrouvent une marge puisqu'on a pu acheter un petit peu moins cher. On voit aussi que sur les coûts de travaux, on a eu toute une période où il y a eu une augmentation au moment de la crise d'Ukraine, le Covid, Bien etc. sûr, avec les matières Et là, premières ou on autres. voit qu'avec il y a des mises en chantier, notamment dans la promotion, qui ont fortement chuté. Donc on voit que sur les entreprises de construction, on voit des prix qui ont plutôt diminué. On arrive à avoir des prix garantis. Donc on arrive à redonner un petit peu de marge et de sécurité sur ces opérations. Il y a pas mal de questions qu'on peut se poser quand on est investisseur, hein, je me permets de les poser, mais si je reprends l'exemple du chalet à Megève, si on se retrouve à 200 investisseurs, à être propriétaire quelque part, ou en tout cas avoir financé cette opération d'un chalet à Megève, la date de vente future et donc de réalisation de l'opération est prévue à l'avance, ou il faut ensuite qu'on discute ensemble pour savoir quand est-ce qu'on considère que c'est le bon moment d'encaisser la plus-value éventuelle? Alors en général, la date, dans le business plan qu'on fixe au départ, on va essayer de se fixer une date à l'avance. Ça peut être par exemple de dire le temps du développement, on pense qu'avec le permis, trouver l'opérateur, ça va prendre 2 ans, ensuite 1 an d'exploitation parce que c'est bien de vendre de la para-hôtellerie ou de l'hôtellerie, c'est bien d'avoir un track record, donc on va vendre 1 an ou 2 ans après. Voilà, ça nous amène à 36-48 mois. Maintenant, quand les 36 ou 48 mois arrivent, soit l'opération a été en temps et en heure livrée et on se rend compte que la fenêtre de marché n'est pas forcément la bonne, on va interroger en fait les investisseurs, qu'ils soient en equity ou en obligataire, parce qu'on voit aussi sur beaucoup de nos opérations, on a une demande aussi forte des investisseurs de ne pas forcément être en equity, mais d'être en obligataire, via de la dette, parce que pas d'IFI, parce qu'un bulletin de souscription simplifié, voilà, c'est un petit peu plus simple. Donc ça, c'est une demande forte qu'on voit sur le marché. Et en fait, à ce moment-là, on va interroger les investisseurs, c'est-à-dire qu'on est pragmatique ensemble. C'est-à-dire que nous, en fait, notre stratégie à Mimco, elle va toujours être alignée avec les investisseurs. C'est-à-dire que si ce n'est pas le bon moment de sortir, on va essayer de retarder la vente pour sortir un meilleur moment. Maintenant, si on est obligé de sortir parce que c'est trop long, parce que les gens veulent sortir, on trouvera une solution. Parce que les investisseurs demandent à sortir, vous sortez quand même si vous trouvez que c'est pas le meilleur moment, c'est ça? On essaye de trouver des solutions. C'est-à-dire on essaye toujours de sortir au meilleur moment. Maintenant, s'il y a une communauté d'investisseurs qui souhaitent prendre une décision de sortie plus rapide, parce que les perspectives de marché sont pas bonnes, en général, on sera très souvent aligné. D'accord. C'est-à-dire que je vois pas pourquoi on ne voudrait pas sortir au moment où eux veulent sortir et inversement. C'est-à-dire que souvent les planètes les intérêts sont quand même assez alignés. Oui, si c'est une bonne période, on va vouloir sortir ensemble. Si on sent que c'est pas la bonne période, on va essayer de repousser. Mais encore une fois, c'est une discussion, c'est une concertation qu'on fait avec les investisseurs. Merci beaucoup Paul-Éric Perchaud d'être venu nous décrypter un petit peu ce fonctionnement des clubs deal immobiliers et nous raconter un petit peu quel est l'intérêt pour l'investisseur. Je rappelle que vous êtes Managing Director de Mimco. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également d'avoir suivi Smart Patrimoine et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro.